Chapitre 13. Préparation d'un discours, d'une conférence. Aucun homme censé ne construirait une maison sans un plan. Pourquoi prononcerait-il un discours sans savoir où il veut aller? Un discours est un voyage avec un but précis et dont l'itinéraire doit être établi. Partir sans but ne mène nulle part. Je souhaiterais peindre en lettres de feu de 30 centimètres au-dessus des portes franchies par les étudiants cette phrase de Napoléon. L'art de la guerre est une science où rien ne réussit qui n'ait été pensé et calculé. Il n'y aurait qu'à mettre l'art de parler au lieu de l'art de la guerre, mais les orateurs le comprennent-ils? Le mettent-ils en pratique? Non. Combien de discours n'ont pas plus de plan et de méthode qu'un ragoût irlandais? Quel est l'ordre le plus efficace pour rassembler ces idées? On ne peut le dire avant de les avoir étudiées. C'est toujours un nouveau problème. L'éternelle question que chaque orateur doit se poser et à laquelle il doit répondre lui-même. Aucune règle infaillible ne peut être donnée, mais nous pouvons, en tout cas, indiquer les 3 phases principales, obtenir l'attention, exposer les faits et conclure. Il existe des méthodes pour développer chacune d'entre elles. Premièrement, obtenez l'attention immédiatement un jour. J'ai demandé au Dr Lina Roldouk, ancien recteur de l'Université Northwestern, ce que sa longue expérience d'orateur lui avait enseigné de plus important. Après un instant de réflexion, il me répondit « Rien n'est plus essentiel que d'avoir un bon début. Quelque chose de percutant qui suscite immédiatement l'attention. » C'est le cœur du problème, obtenir le contact avec l'auditoire dès les premiers mots. Voici quelques moyens qui vous permettront d'obtenir l'attention dès les premières phrases. Commencez par un événement. Loeli Thomas, conférencier de réputation mondiale et producteur de films, commença une conférence sur Laurence d'Arabie en ces termes. Je descendais un jour la rue des Chrétiens à Jérusalem quand je rencontrai un homme vêtu d'une somptueuse tunique de potentat oriental. Il portait le cimeterre en or que seuls portent les descendants du prophète Mahomet. Et le voilà parti à raconter l'histoire. Voici un début à toute épreuve. 2 ne peut manquer de produire son effet. Il est vivant. Nous nous y intéressons, nous participons à la situation. Nous voulons savoir ce qui va arriver. Je ne connais pas de méthode meilleure pour commencer une causerie que de raconter une histoire. Dans une causerie que j'ai donnée de nombreuses fois, je commence ainsi. Je venais de quitter le collège et je marchais un soir dans une rue de Huron dans le Dakota du Sud lorsque je vis un homme debout sur une caisse s'adresser à la foule. Curieux, je m'approchai pour entendre. « Savez-vous, disait l'orateur, qu'il n'y a pas d'Indiens chauves, pas plus que de femmes chauves? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Pas de préambule, pas de déclaration préliminaire. En plongeant directement dans le vif du sujet, vous captez facilement l'attention d'un auditoire. L'intervenant qui commence par une histoire vécue est sur un terrain sûr. Il ne court pas le risque de chercher ses mots ou ses idées. Ce qu'il raconte, il a vécu. Il en revit les épisodes. C'est une partie de sa vie et de sa personne. Le résultat? Une assurance accrue, une aisance qui aideront l'orateur à établir le contact avec le public. Éveiller la curiosité. Voici comment Powell et Ali commença une conférence au Penn Athletic Club de Philadelphie. Il y a 82 ans parut à Londres un petit livre contenant une histoire qui allait devenir célèbre. Beaucoup le nommèrent le plus grand petit livre du monde. Lorsqu'il parut, on s'abordait sur le Strand en Palimel en se demandant « L'avez-vous lu ?» Et la réponse était presque toujours « Oui, Dieu merci, je l'ai lu, le jour de sa parution. 1000 exemplaires furent vendus. En 15 jours, la vente monta à 15 000. Depuis lors, c'est par milliers que se compte le nombre de rééditions. On l'a traduit dans toutes les langues. Il y a quelques années, J.P. Morgan en acheta le manuscrit original pour une somme fabuleuse, et il se trouve maintenant parmi les trésors sans prix de sa magnifique galerie d'art. Quel est ce fameux livre? C'est... Êtes-vous intéressé? Êtes-vous impatient d'en savoir davantage? L'orateur a-t-il réussi à accrocher l'attention de ses auditeurs? Sentez-vous comme vous avez été attentif dès le début et comme votre intérêt a augmenté à mesure qu'il parlait? Pourquoi? Parce qu'il avait éveillé votre curiosité. Vous avez tenu en haleine. La curiosité. Qui de nous n'y est sensible? Mais peut-être aimeriez-vous savoir qui est l'auteur et quel. Et le livre dont il vient d'être question? L'auteur? Charles Dickens. Le livre? Un conte de Noël. Éveiller la curiosité est une méthode pour intéresser l'auditoire. Voici comment j'ai tenté de le faire dans une conférence intitulée « Triomphez de vos soucis. Vivez. Que diable ?» J'ai commencé ainsi. Au printemps 1871, un garçon qui devait devenir un médecin célèbre, William Moseley, trouva un livre et en lut 20, et un mot qui eut une influence décisive sur son avenir. Quels furent ces 21 mots? Comment affectèrent-ils son avenir? Voilà les questions auxquelles les auditeurs désiraient que je réponde.
Énoncé un fait frappant Clifford R. Adams, directeur du service de conseils matrimoniaux à l'Université de Pennsylvanie, commença un article dans le Reader's Digest par le titre « Comment trouver un conjoint ». Voilà qui retient immédiatement l'attention. Aujourd'hui, les chances de trouver le bonheur dans le mariage sont bien faibles pour les jeunes gens. Le nombre des divorces augmente de façon effrayante. On a calculé qu'en 1940, un mariage sur 5 ou 6 se terminait mal. En 1946, on pense qu'il y en aura un sur 4. Et si le rythme continue à s'accélérer, dans 50 ans, ce sera un sur 2. Voici 2 autres exemples de débuts qui captent l'attention. Le ministère de la Guerre prévoit que dans la première nuit d'une guerre atomique, 20 millions d'Américains seront tués. Il y a quelques années, le journal Scrip Award a dépensé 176 000 $ dans une enquête pour découvrir ce que les clients reprochent aux magasins de détail. Ce fut l'étude la plus onéreuse et la plus scientifique qui ait jamais été faite sur les problèmes de distribution. On envoya des questionnaires à 54 047 foyers dans 16 villes différentes. Une des questions était « Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les magasins de cette ville ?» Près de 2/5 des réponses furent « Les vendeurs désagréables ». Cette méthode, qui consiste à commencer par des faits saisissants, est efficace pour établir le contact avec les auditeurs car elle frappe l'esprit. C'est un choc technique qui capte l'attention en utilisant l'inattendu et qui la concentre sur le sujet. Voici comment une de nos participantes de Washington, Meg Shea, sut très habilement éveiller la curiosité. J'étais prisonnière depuis 10 ans. Non dans une prison ordinaire, mais entre les murs de mon complexe d'infériorité, derrière les barreaux de la peur de la critique. N'avez-vous pas envie d'en savoir plus long sur cette expérience vécue? Cependant, il convient de se garder de tomber dans l'excès et de trop dramatiser en voulant faire du sensationnel à tout prix. Je me souviens d'un orateur qui débuta en tirant un coup de pistolet en l'air. Il obtint l'attention mais il assourdit ses auditeurs. Commencez à parler sur le ton de la conversation. Pour savoir si votre début est bon, testez-le à table pendant le dîner. Si le début de votre intervention ne s'intègre pas à la conversation, en privé, il est probable qu'il ne paraîtra pas naturel à un auditoire. Fréquemment, le début d'une intervention qui doit susciter l'attention du public est, en fait, la partie la plus ennuyeuse. J'ai entendu récemment un orateur commencer ainsi. « Croyez en Dieu et ayez foi en vous-même. » On croirait entendre le début d'un prêche. Mais remarquez la seconde phrase. Elle est intéressante car elle vient du cœur. « Ma mère devint veuve en 1918 avec 3 enfants à élever et pas d'argent. » Pourquoi? Oh, pourquoi l'orateur n'a-t-il pas amorcé avec cette seconde phrase? Si vous voulez captiver vos auditeurs, ne faites pas de préambule. Lancez-vous immédiatement dans le vif du sujet. C'est ce que fait Frank Bettger, l'auteur de Comment réussir dans la vente un bon représentant, un bon vendeur. C'est un artiste pour créer la curiosité dès la première phrase. Je le sais d'autant mieux que nous avons voyagé ensemble dans tous les États-Unis, donnant des conférences sur la vente, sous les auspices de la jeune Chambre de commerce des États-Unis. J'ai toujours admiré sa façon magistrale d'entamer sa conférence sur l'enthousiasme. Pas d'introduction, pas de généralité. Il sautait à pieds joints dans le sujet. Peu après mes débuts comme joueur professionnel de baseball, j'ai reçu le plus grand choc de ma vie. Quel effet ces phrases produisaient-elles sur le public? Je puis vous le dire, car j'étais là et je voyais sa réaction. Frank Bettger suscitait immédiatement l'attention. Chacun voulait savoir pourquoi il avait reçu un choc et ce qui en était résulté. Demander au public de voter à main levée est un excellent moyen d'obtenir l'attention et de demander à un auditoire de lever la main pour répondre. Par exemple, j'ai commencé ma conférence sur le moyen d'éviter la fatigue. Par cette question, voulez-vous lever la main pour me dire combien parmi vous se sentent fatigués plutôt qu'ils ne devraient? Faites attention. Lorsque vous demandez à un auditoire de lever la main pour répondre à une question, prévenez-le avant. Ne commencez pas en disant « Combien parmi vous pensent que l'impôt sur le revenu devrait être réduit ?» Levez la main. Laissez à vos auditeurs le temps d'être prêts à se déterminer en disant par exemple « Je vais vous demander de lever la main pour répondre à une question importante. La voici. Combien d'entre vous croient que les coupons de réduction que certains commerçants distribuent bénéficient aux consommateurs ?» Cette technique a l'avantage de faire réagir les auditeurs. C'est la participation du public. Quand vous l'utilisez, votre causerie n'est plus un monologue. L'auditoire participe. Quand vous demandez « Combien parmi vous se sentent fatigués plutôt qu'ils ne devraient ?» Chacun se met à penser à ce qui le préoccupe le plus. Ses accents graves dire lui-même, ses douleurs, sa fatigue.
Il lève la main et probablement l'orateur regarde autour de lui pour voir combien le font. 2 oublient qu'il écoute une conférence. Il sourit. Il salue un ami. La glace est rompue. L'orateur et l'auditeur se sentent plus à l'aise. Promettez au public de lui dire comment il pourra obtenir ce qu'il désire d'une manière presque infaillible, d'éveiller l'attention et de promettre à vos auditeurs de leur dire comment ils obtiendront ce qu'ils désirent en faisant ce que vous suggérez. Voici quelques illustrations de ce que j'avance. Je vais vous indiquer comment éviter la fatigue. Je vais vous dire comment prolonger d'1 heure chaque jour votre vie active. Je vais vous dire comment augmenter vos revenus. Je vous promets de vous dire, si vous voulez bien m'accorder 10 minutes, comment augmenter votre popularité. Commencer par une promesse est un bon moyen pour susciter l'attention, parce qu'il va droit à ce qui intéresse le plus vos auditeurs. Trop souvent les orateurs négligent de rattacher leur sujet aux intérêts vitaux de leurs auditeurs. Au lieu d'attirer l'attention, ils la laissent endormir par des déclarations liminaires monotones qui racontent l'historique du sujet ou s'étendent laborieusement sur les bases nécessaires à la compréhension du sujet, ou sur les activités de leur entreprise. Je me souviens d'avoir entendu il y a quelques années une conférence dont le sujet était important pour le public, la nécessité d'un examen médical périodique. Comment l'orateur commença-t-il? Ajouta-t-il un début percutant à l'attrait normal de son sujet? Non. Il fit l'historique du sujet et le public perdit bientôt tout intérêt pour lui et sa conférence. Débuter par une promesse aurait pourtant été la bonne technique. Par exemple, savez-vous combien de temps vous pouvez avoir à vivre? Les compagnies d'assurance peuvent le dire grâce aux tables d'espérance de vie qui ont été établies d'après des millions de données. Vous pouvez espérer vivre encore les 2/3 des années comprises entre votre âge actuel et 80 ans. Pensez-vous que ce soit suffisant? Non, n'est-ce pas? Nous voulons tous vivre plus longtemps et prouver que cette prédiction est fausse. Mais, alors, comment faire, direz-vous? Comment prolonger la vie au-delà du petit nombre d'années octroyées par les statisticiens? Eh bien, il y a un moyen et je vais l'indiquer. Je vous laisse décider si ce début vous accroche et vous incite à écouter l'orateur. Vous devez l'écouter parce que non seulement il vous parle de vous, de votre vie, mais encore parce qu'il a promis de vous dire quelque chose qui a pour vous une importance capitale. Il n'y a rien ici d'impersonnel et d'ennuyeux. Voilà un début auquel il est difficile de résister. Utiliser un objet, le moyen peut-être le plus facile pour capter l'attention est de montrer quelque chose. Presque tous les êtres, du plus fruste au plus intellectuel, réagiront. On peut le faire avec des chances de succès devant l'auditoire le plus distingué. Par exemple, MSS Ellis, de Philadelphie, commença une causerie dans un de nos stages en montrant une pièce de monnaie qu'il tenait entre le pouce et l'index, le bras levé. Naturellement, tout le monde le regarda. Alors il demanda « Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà ramassé une pièce semblable dans la rue? Celui qui en trouvera une gagnera une parcelle de terrain dans un lotissement. Il lui suffira de la présenter à la compagnie qui l'a émise. » Puis, M. Ellis poursuivit, fit ressortir la supercherie du procédé et en dénonça la pratique comme immorale et trompeuse. Toutes ces méthodes sont bonnes. Elles peuvent être utilisées séparément ou ensemble. La manière dont vous commencez une causerie conditionne en grande partie l'accueil que fera l'auditoire à vous-même et à votre message. Deuxièmement, évitez tout ce qui produit une attention défavorable. Rappelez-vous que ce n'est pas la simple attention de votre auditoire que vous devez susciter, mais son attention favorable. Notez le mot. Aucune personne sensée ne songerait à commencer en insultant le public ou en lui disant des paroles désagréables qui le braqueraient contre lui et le message qu'il veut transmettre. Et pourtant, combien d'orateurs attirent l'attention en commettant l'une des erreurs suivantes? Ne débutez pas par une excuse, commencer par une excuse n'est pas un bon départ. Combien de fois avons-nous entendu des orateurs insister sur leur manque de préparation ou d'aptitude? Si vous n'êtes pas bien préparé, le public le découvrira probablement tout seul. Pourquoi lui faire injure en démontrant que vous ne l'avez pas? Jugé digne d'une bonne préparation? Non, nous ne voulons pas entendre vos excuses. Nous voulons être informés, intéressés. Être intéressé, retenez bien cela. Que votre première phrase capte l'intérêt de votre auditoire. Pas la seconde, pas la troisième. La première. Évitez de commencer par l'histoire drôle. Vous avez sans doute remarqué qu'il existe une méthode très appréciée par certains orateurs qui consiste à commencer par la prétendue histoire drôle. Nous ne la recommandons pas. L'orateur novice pense être habile en racontant une plaisanterie, comme s'il avait l'esprit de Mark Twain. Ne tombez pas dans le piège. Vous découvririez vite, à vos dépens, la triste vérité,
L'histoire drôle est plus souvent pathétique que drôle, sans compter que certains de vos auditeurs la connaissent peut-être déjà. Le sens de l'humour est, cependant, un bon atout pour un orateur. Une présentation ne doit pas être pesante ou solennelle. Au contraire, si vous avez le don de provoquer le rire en vous référant avec esprit à une situation locale, à ce qu'a dit un précédent orateur, faites-le. Observez quelle cocasserie, exagérez-la. Cet humour sera plus apprécié que les plaisanteries sans intérêt faites sur les Écossais ou les belles-mères parce que plus à propos et plus original. Le moyen le plus facile de faire rire peut être de plaisanter sur vous-même. Dépeignez-vous dans une situation ridicule ou embarrassante. C'est l'humour par excellence. Jacques Benny l'a fait pendant des années, et ce fut un des plus grands comédiens de la radio. En prenant pour cible sa façon de jouer du violon, sa ladrerie et son âge, il sut exploiter une riche veine d'humour qui le mit au nombre des meilleurs amuseurs. Le public ouvre son cœur et son esprit à ceux qui évoquent leurs erreurs ou leurs points faibles avec humour. Au contraire, celui qui se présente comme un être parfait ou un expert qui sait tout laisse le public froid et indifférent. Troisièmement, étayez vos idées principales. Dans les exposés longs pour inciter à l'action, vous aurez plusieurs points à développer. Toutefois, moins il y en aura et mieux cela vaudra, mais il faudra que chacun soit solide. Au chapitre 7, nous vous avons dit comment étayer votre principal argument en l'illustrant par une histoire, une de vos propres expériences. Ce genre d'exemple a toujours beaucoup de succès, parce que tout le monde aime écouter. Une histoire, c'est le plus utilisé, mais ce n'est pas le seul moyen. Vous pouvez aussi faire appel aux statistiques, qui ne sont que des illustrations chiffrées, aux témoignages d'experts, aux analogies, aux documents et aux démonstrations. Utilisez les statistiques servent à montrer des quantités et des proportions. Elles peuvent frapper et convaincre, dans certains cas, davantage qu'un exemple isolé. L'efficacité du vaccin antipoliomyélite de Salk a été prouvée par des statistiques provenant de tout le pays. Les quelques cas d'inefficacité ne furent que l'exception qui confirme la règle. Un discours fondé sur une de ces exceptions n'aurait certainement pas convaincu des parents que le vaccin ne protégerait pas leur enfant. Les statistiques, en elles-mêmes, sont souvent ennuyeuses. Il ne faut donc les utiliser qu'à bon escient et d'une manière vivante, les présenter à l'aide de graphiques ou de diagrammes. Voici un exemple montrant combien les statistiques peuvent être frappantes si on les compare à des choses familières. Pour démontrer que les New-Yorkais perdaient beaucoup de temps en tardant à répondre au téléphone, un directeur a déclaré: sur 100 appels téléphoniques, c'est d'attendre plus d'une minute que leur correspondant décroche. Chaque jour, 280 000 minutes se perdent ainsi. En 6 mois, cela fait pour la seule ville de New York un nombre de minutes représentant tous les jours ouvrables qui se sont écoulés depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Les chiffres seuls ne sont jamais très éloquents par eux-mêmes. Ils ont besoin d'être illustrés. Ils doivent, autant que possible, être mis à notre portée. Je me rappelle avoir entendu la conférence d'un guide dans l'immense salle des moteurs sous le barrage Grand Coulé. 2 auraient pu nous en donner les dimensions au mètre carré, mais cela n'aurait pas été aussi évocateur que ce qu'il nous dit. Il assura que la salle pouvait contenir 10 000 spectateurs assistant à un match de football sur un terrain normal et qu'en plus il resterait assez de place pour installer plusieurs cours de tennis à chaque extrémité. Il y a de nombreuses années, un participant d'un stage donné à Y.M.C. Brooklyn Central cita, dans une intervention, le nombre de maisons incendiées au cours de l'année précédente. Il ajouta que si elles avaient été placées côte à côte, elles auraient formé une ligne de New York jusqu'à Chicago, et que, si les gens morts dans ces incendies avaient été placés à 1500 mètres les uns des autres, ils auraient formé une nouvelle ligne s'étendant de Chicago à Brooklyn. J'ai oublié presque aussitôt les chiffres qu'il avait donnés, mais malgré les années, et sans faire d'effort, j'imagine encore la ligne de bâtiments en flammes s'étirant de Manhattan à Cook County, dans l'Illinois. Faites appel aux témoignages d'experts, vous pouvez souvent renforcer vos arguments en faisant appel au dire d'un expert. Mais avant d'utiliser un témoignage, posez-vous les questions suivantes. 1. Est-ce que ma citation est exacte? 2. Est-ce que cet homme est bien un expert dans ce domaine particulier? Citer Louis Armstrong en économie politique, ce serait exploiter son nom, mais pas son point fort. 3. Cette citation émane-t-elle d'un homme connu et respecté de l'auditoire? 4. Cette affirmation est-elle le reflet de connaissances indiscutables ou au contraire de préjugés? Des intérêts personnels sont-ils en cause? Un stagiaire de mes séminaires à la Chambre de commerce de Brooklyn commença une présentation sur la nécessité de la spécialisation par une citation d'Andrew Carnegie. Était-ce un bon choix? Oui, car il faisait appel, avec raison, au jugement d'un homme respecté de l'auditoire et qui avait acquis le droit de parler du succès en affaires.
Cette citation vaut la peine d'être répétée aujourd'hui. Je crois que le meilleur moyen d'obtenir un succès considérable dans un domaine déterminé est de devenir un expert en ce domaine. Je ne crois pas qu'il soit souhaitable de se disperser. Dans mon existence, j'ai rarement rencontré des gens qui aient réussi à gagner de l'argent en s'occupant de plusieurs choses à la fois. Les hommes qui ont réussi sont ceux qui ont choisi une voie ici. Sont tenus. Servez-vous d'analogie. Une analogie, d'après Webster, est une ressemblance entre deux choses, non en elles-mêmes, mais entre deux ou plusieurs de leurs attributs, circonstances ou effets. Le recours à l'analogie est une bonne technique pour étayer une idée majeure. Voici un extrait de la conférence sur le besoin d'une plus grande puissance électrique, faite par C. Gérard Davison, lorsqu'il était secrétaire au ministère de l'Intérieur. Remarquez comment il emploie la comparaison. Pour renforcer son argumentation, une économie prospère doit progresser sans cesse, sinon elle se détruit. Voyez un avion, au sol, ce n'est qu'un amas de boulons et de vis inutiles, mais en vol il trouve sa raison d'être et accomplit sa fonction. Toutefois, il ne peut s'arrêter. S'il cesse d'avancer, il tombe, et il ne peut reculer. Voici un autre exemple, peut-être une des plus brillantes analogies dans l'histoire de l'éloquence. Elle est due à Lincoln qui l'utilisa pour répondre à des critiques à un moment crucial de la guerre de sécession. Messieurs, supposez un instant que tout votre avoir ait été converti en or et que Blondin, le célèbre funambule, le transporte sur un fil au-dessus des chutes du Niagara. Aurez-vous l'idée de secouer le fil pendant la traversée ou de lui crier « Blondin, penchez-vous davantage, allez plus vite » Non, bien sûr. Mais vous retiendrez votre souffle et votre langue, et vous vous garderez de rien toucher jusqu'à ce qu'il soit enfin sain et sauf de l'autre côté. Eh bien, à l'heure actuelle, le gouvernement est dans la même situation. Il assume une immense responsabilité dans un océan en pleine tempête. Des trésors sont entre ses mains. Il fait de son mieux. Ne le harcelez pas. Restez calme et il vous amènera au port. Démontrez avec ou sans aide visuelle. Quand les dirigeants de la firme Iron Fireman discuteront avec les grossistes, il leur fallut expliquer que le carburant devait alimenter le fourneau par le bas et non par le haut. Pour mieux se faire comprendre, ils firent une démonstration simple, mais frappante. L'orateur alluma une bougie et dit « Voyez comme la flamme est grande et claire. Le combustible est entièrement transformé en chaleur, aussi n'y a-t-il, pour ainsi dire, pas de fumée. Le combustible de la bougie vient du bas, exactement comme dans nos fourneaux Iron Fireman. Supposons maintenant que la bougie soit alimentée par le haut comme le sont d'autres fourneaux. Ici, le démonstrateur retourne la bougie. Voyez, la flamme diminue, il y a de la fumée. La flamme devient rouge car la combustion est incomplète. Finalement, elle s'éteint. Résultat de l'inefficacité de l'alimentation en carburant par le haut. Il y a quelques années, Henry Morton Robinson écrivit pour le magazine Votre Vie un article intéressant intitulé « Comment les avocats gagnent des causes ». L'auteur rapporte qu'un avocat nommé Abbé Oumer s'était livré à une démonstration spectaculaire, alors qu'il plaidait pour une compagnie d'assurance dans un procès en dommages-intérêts. Le plaignant, M. Postlethwaite, assurait qu'en tombant dans la cage de l'ascenseur, il avait été si sérieusement blessé à l'épaule qu'il ne pouvait plus lever le bras droit. Oumer semblait très préoccupé par son cas. « Voyons, M. Postlethwaite, dit-il gentiment, montrez au jury jusqu'où vous pouvez lever le bras. » Avec force grimace, le plaignant leva le bras jusqu'aux oreilles. « Bien, maintenant, montrez-nous jusqu'où vous pouviez le lever avant l'accident. »« Jusque-là, » fit l'homme, en levant le bras jusqu'au-dessus de sa tête. Vous imaginez les réactions du jury. Dans la conférence longue pour inciter à l'action, vous pouvez développer 3 ou, au plus, 4 points principaux. Il est possible de les énoncer en moins d'1 minute, mais une simple énumération serait fastidieuse. Comment rendre vivants vos arguments? Par votre manière de les présenter. C'est ce qui fait briller votre communication. Par le choix de vos incidents exemples, de comparaison, de démonstration. Vous rendez vos idées claires et vivantes. Les statistiques et les témoignages d'experts renforcent vos affirmations et appuient encore vos arguments majeurs. Quatrièmement, faites appel à l'action. Je suis allé un jour bavarder avec un industriel, Joseph Johnson. Il était alors président de la Endicott Johnson Corporation. Mais j'étais surtout intéressé par ses dons d'orateur. Il pouvait en effet faire rire ou pleurer à volonté et on se rappelait longtemps ce qu'il avait dit. Il n'avait pas de bureau particulier. Il s'était installé dans un coin de son usine et ses manières étaient sans prétention, tout comme son vieux bureau de bois. « Vous arrivez bien » me dit-il en se levant pour me saluer. « Je viens juste de terminer quelque chose d'inhabituel. J'ai pris quelques notes sur ce que je veux dire ce soir à mes ouvriers. »
Il est en effet toujours prudent de préparer mentalement une intervention du début à la fin, dis-je. Oh, je ne l'ai pas encore en tête, répondit-il. Seulement l'idée générale et la façon précise dont je veux terminer mon intervention. Monsieur Johnson n'était pas un orateur professionnel. Il ne cherchait pas à employer des mots justes ou à faire de belles phrases. Par expérience, il avait appris l'un des secrets de la communication réussie et il savait que pour être très efficace, un discours doit avoir une bonne conclusion. C'est à cette fin qu'aboutit tout ce qui précède et surtout, c'est elle qui doit marquer l'auditoire. La conclusion est en fait la partie la plus stratégique d'une intervention. Les derniers mots résonnent dans l'oreille des auditeurs et ce sont ceux-là qu'ils retiendront le plus longtemps. À la différence de M. Johnson, les débutants en mesurent rarement l'importance et leur conclusion laisse souvent à désirer. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Nous allons les passer en revue et voir comment y remédier. D'abord, il y a celui qui termine ainsi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais donc m'arrêter là. Cet orateur démontre son incapacité à conclure de façon satisfaisante en ajoutant platement « Je vous remercie ». Ce n'est pas une conclusion. C'est une erreur d'amateur. C'est presque impardonnable. Si c'est là tout ce que vous avez à dire, pourquoi ne pas terminer votre dernière phrase et vous asseoir sans dire que vous avez fini? Il vaut mieux laisser à l'auditoire le soin de décider si c'est effectivement tout. Il y a aussi celui qui dit tout ce qu'il avait à dire mais qui ne sait pas comment s'arrêter. Je crois que c'est George Billings qui conseillait de saisir le taureau par la queue plutôt que par les cornes pour lâcher plus facilement. Celui qui tient le taureau par les cornes voudrait bien lui fausser compagnie, mais il a beau chercher, il ne parvient pas à s'approcher d'une clôture ou d'un arbre. Aussi il tourne en rond, répète les mêmes phrases et laisse une mauvaise impression. Le remède? Suffit de préparer la conclusion. Est-il sage de n'y penser qu'au moment OIT vous vous trouvez devant votre auditoire, alors que vous êtes en train de parler et que votre esprit est absorbé par ce que vous dites? Le bon sens ne vous suggère-t-il pas d'y réfléchir calmement au préalable? Comment conclure en beauté? Voici quelques suggestions. Résumé. Dans les longs discours, l'orateur a tendance à s'étendre, si bien qu'à la fin les auditeurs ont un peu perdu de vue l'essentiel. Peu de conférenciers s'en rendent compte. Ils s'imaginent à tort que leurs arguments clairs, comme du cristal pour eux, le sont également pour le public. Il n'en est rien. L'orateur a pensé à son sujet pendant un certain temps, mais ses idées sont nouvelles pour le public. Elles ont été lancées comme des grenades, certaines ont fait mouche, mais la plupart se sont perdues dans le brouillard. L'auditeur, au dire de Shakespeare, a tendance à se rappeler une foule de choses, mais rien de précis. Un homme politique irlandais a donné ce conseil pour tenir un discours. D'abord, dites-leur ce que vous allez leur dire, puis dites-le. Ensuite, dites-leur ce que vous avez dit. Il est souvent très souhaitable de dire ce que vous avez dit. Voici un bon exemple. Un directeur d'une compagnie de chemin de fer de Chicago termina un jour une intervention par ce résumé. En bref, messieurs, l'essai préliminaire de ce dispositif de signalisation, l'expérience qui en a été faite sur les réseaux de l'Est, de l'Ouest et du Nord, la solidité des principes sûrs, lesquels son application est fondée, la démonstration probante de l'économie réalisée en un an par la prévention des accidents, me conduisent à vous recommander, sincèrement et sans équivoque, son installation immédiate dans notre réseau du Sud. Vous voyez comment il a procédé? Vous pouvez comprendre ce qu'il souhaite sans avoir écouté sa conférence. Il a résumé en quelques phrases, en quelques dizaines de mots, pratiquement tous les arguments de son exposé. Ne pensez-vous pas que cela peut être utile? Si oui, faites vôtre cette technique. Demandez à l'auditoire d'agir. La conclusion que je viens de citer est un excellent exemple d'appel à l'action. L'orateur voulait faire quelque chose, l'installation d'un système de signalisation. Il appuyait sa requête sur l'économie à réaliser, sur la prévention des accidents. Il voulait une action, et l'a obtenue. Ce n'était pas pour lui un simple exercice oratoire. Il s'adressait aux 200 conseils d'administration de sa compagnie et il a obtenu ce qu'il désirait. Les derniers mots d'un exposé pour inciter à l'action doivent être une demande. Demandez. Dites à vos auditeurs de contribuer, voter, écrire, téléphoner, acheter, boycotter, rechercher, acquérir ou tout ce que vous voudrez. Prenez pourtant quelques précautions élémentaires. Demandez quelque chose de précis. Ne dites pas « aidez la Croix-Rouge ». C'est trop général. Dites plutôt « adressez ». Ce soir, votre adhésion de 100 francs à la Croix-Rouge de votre ville. Demandez au public quelque chose qui est en son pouvoir. Ne dites pas « votons contre cet ennemi qu'est l'alcool ». Il n'existe pas de scrutin pour cela.
mais demandez aux auditeurs d'adhérer à la Ligue anti-alcoolique ou à une organisation de ce genre. Facilitez autant que possible la tâche des auditeurs pour répondre à votre appel. Ne dites pas « écrivez à votre député de voter contre telle loi ». 99% de vos auditeurs ne le feront pas. La question n'est pas essentielle pour eux, ou c'est trop de travail, ou ils oublieront. Facilitez-leur la chose. En écrivant vous-même au député une lettre, nous les sous-signés, vous prions de voter contre la loi numéro 74-321. Faites-la circuler avec un stylo, vous obtiendrez probablement un grand nombre de signatures et perdrez peut-être votre stylo.